quoi? C'est la jambe qui marche plus qui fait mal. Vous savez que je suis fière d'être infirmière. Je suis fière de pouvoir exercer ce métier. Je suis fière de l'histoire de ce métier. J'ai des photos de moi quand j'étais enfant, à l'âge de 3 ans, qui est déjà déguisée en alors médecin ou infirmière, j'en sais rien. En tout cas, avec une blouse blanche et avec un bandeau, avec une croix rouge. Voilà. Le métier, il correspond un peu à mes valeurs de base, l'empathie, le respect de l'autre. Là, c'est un moment très critique de la vie où tout peut basculer et je pense qu'on a un rôle particulier à jouer quand même. On vous lèvera tout à l'heure, oui? On a envie d'être là pour ces gens-là, on a envie de donner de sa personne, voilà, tout simplement. En tout cas, pour ma part, c'est cet aspect-là qui me motive tous les jours. Ils sont dans un état très vulnérable et ils ne peuvent pas se défendre. Et nous, on est là justement pour s'occuper d'eux, pour les défendre, pour être à leur côté. Allez-y. Vous n'avez pas eu trop chaud? Ça a toujours été une vocation, en tout cas, c'est sûr. Parce que je pense que ce métier, on le fait par vocation. Sinon, pour moi, on le fait pas correctement. Fort, inspirez. Pour moi, c'est naturel. C'est mon métier et c'est ce que j'ai envie de faire tous les jours. Et elles se sont battues, les infirmières, pour pouvoir l'exercer, ce métier, et devenir ce qu'elles sont. Pendant des siècles, c'était resté l'affaire des religieuses. Les congrégations catholiques régnaient sans partage sur l'hôpital et sur ses salles communes, asile des pauvres et des assistés. Celle qu'on appelait infirmière n'était qu'une fille de salle, bonne à tout faire, sans statut ni savoir. Mais une révolution est en cours. En 1905, la Troisième République, laïque, sépare l'Église et l'État. Les bonnes sœurs sont expulsées des écoles et des hôpitaux. Les médecins s'en réjouissent car eux aussi ont vécu une révolution. Grâce aux recherches de Louis Pasteur, ils ont appris à lutter contre les microbes et à prévenir les infections. L'hygiène est entrée à l'hôpital. La chirurgie progresse comme jamais. Et les médecins exigent désormais pour les assister des techniciennes compétentes. À l'heure du progrès, l'idée fait son chemin. Infirmière, infirmier, ça s'apprend. Il y a toujours à apprendre, toujours de nouvelles choses. Moi, je trouve ça super intéressant. Plein de prises en charge différentes, des pathologies différentes, nouveaux traitements. Ici, on progresse tous les jours parce que passer d'un choc septique, par exemple, à quelqu'un qui vient pour une détresse respiratoire, il y a 2 prises en charge, 2 causes, 2 étiologies différentes. Et donc, du coup, c'est ce qui me motive encore. On apprend à gérer aussi les familles, le ressenti du patient. On apprend aussi beaucoup sur soi. Donc, on apprend tous les jours. La première école d'infirmières, municipale et gratuite, a ouvert ses portes en 1878, à l'hôpital de la Salpêtrière, à Paris. On la doit au docteur Désiré Magloire Bourneville, véritable hussard de la République, en blouse blanche. Son infirmière idéale est laïque, instruite mais pas trop. Auxiliaire du médecin et simple exécutante. Elle est là pour obéir. D'emblée, la formation est réservée aux femmes, comme si le soin aux malades était forcément leur affaire. La concentration de notre profession infirmière, de femmes, parce que toujours été comme ça une profession très féminine, elle était l'exacte représentation un peu de la place des femmes dans la société. Pour les filles des classes populaires, c'est un horizon qui s'ouvre. Une chance d'échapper à la condition d'ouvrière ou de domestique et d'accéder à l'éducation. À l'école, la discipline est rigoureuse et la morale sévère. Dans la promiscuité des malades et de leur corps, on craint alors que les nouvelles infirmières, célibataires et modestes, passent pour des filles légères. Héritage des religieuses, leur uniforme s'impose. Voile et tablier blanc, tenue immaculée. Il va les définir à tout jamais. J'ai toujours admiré, comme je dis, des hommes en blanc.
Lorsque j'allais à l'hôpital, j'admirais les médecins, les infirmières, je les voyais. J'étais toujours en admiration de cet uniforme. Je voulais porter cet uniforme un jour. Le modèle de la Salpêtrière fait école dans toute la France. Une nouvelle génération d'infirmières émerge. Juste à temps. 1er août 1914, c'est la guerre. Aux quatre coins de la France, les hommes s'enrôlent, les infirmières aussi. Les jeunes diplômés répondent bien sûr à l'appel, mais elles ne sont encore qu'une poignée. Pour assurer les soins aux blessés, l'armée compte surtout sur la Croix-Rouge et sur ses sociétés de dames bénévoles. Grandes bourgeoises et aristocrates philanthropes, elles ont suivi les cours que la Croix-Rouge dispense. Engagées à servir en temps de guerre, elles sont en première ligne. Julie Crémieux, infirmière major, a répondu présente. Elle va former les novices qui par milliers se portent volontaires. Tout le monde veut faire de la Croix-Rouge. Toutes les femmes, mues par un bel élan de patriotisme et un besoin d'abnégation. Pansées, bandées, piquées, les bases sont expédiées en quelques jours. Bonnes pour le service? Beaucoup d'entre elles étaient incapables de supporter la vue du sang. Elles ne se rendaient pas bien compte du rôle de l'infirmière. En cet été 1914, l'uniforme est à la mode. Tablier à pointe, blouse immaculée, voile et petite croix rouge. Toutes les élégantes l'adoptent. À Paris, les grands couturiers proposent même leur modèle. Sarah Bernard, la grande tragédienne, a ressorti le sien et montre l'exemple au cinéma. L'héroïque infirmière. Le modèle n'a pas fini d'inspirer. Des générations vont s'y reconnaître. Quand j'avais une quinzaine d'années, les parents ont acheté la première télé. Il y avait un petit feuilleton, c'était MASH. MASH, la série culte des années 70 qui bouscule le film de guerre, en mode satire. Quand je dis ça, tous ceux qui ont vu le film entièrement se marrent parce que ça devait être un peu chaud. Ça mettait en valeur des hommes et des femmes en situation de guerre qui travaillaient à sauver des vies dans un contexte de travail hallucinant, sous tente, avec une charge de blessés monstrueuse, avec des moyens forcément qui sont beaucoup moins confortables que dans des bâtiments durs et en zone civilisée sans guerre. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je suis jeune, je jouis d'une santé splendide. Il serait criminel de rester douillettement à l'arrière. Il faut accomplir sa tâche de Française et son rôle d'infirmière. Quand la guerre a éclaté, Léonie Bello venait de terminer l'école d'infirmière, à Bordeaux. Elle s'engage, sans hésiter. Elle a 22 ans. 13 août 1917, nuit pénible. Nous avons reçu des blessés du front. Tous les malades sont agités et souffrent. « 31 octobre 1917. Le brouillard se dissipe. Les Boches vont sûrement venir. À la première alerte, nous partirons dans la voiture d'ambulance avec un major à la recherche des blessés. » Volontaire au front, à Belfort, Léonie Bello écrit son journal. Témoignage intime d'un baptême du feu. Je dois être comme un véritable poilu. N'avoir peur de rien et faire mon devoir jusqu'au bout. Pendant la Grande Guerre, elles seront, comme elle, 200 000 à faire leur devoir, jusqu'au bout. Qu'elles soient diplômées des écoles, bénévoles de la Croix-Rouge ou simples volontaires, formées sur le tas, à l'arrière ou au front. Toutes engagées. Toutes infirmières. Je suis pas au front, mais je rencontre aussi des gens qui souffrent, des gens qui meurent. Je m'endurcis pas, parce que je ressens toujours des choses. Je vais pas dire que je m'y habitue, mais en tout cas, je fais avec. J'ai du désinfectant, je peux vous dépanner, ouais.
Je prends un petit peu de chaque personne que je rencontre, que ça soit aux urgences, que ça soit en maraude. Donc oui, et être infirmière, c'est aussi prendre ce que les autres ont à nous apporter et ont à nous donner. On croyait que la guerre serait courte. Elle s'enlise et s'étend. Et partout, on réclame toujours plus d'infirmières. C'est pour cela qu'un matin d'octobre 1916, 2 jeunes femmes s'embarquent à Toulon. Elles s'appellent Eva Durleman et Thérèse Mater. Direction Salonique, en Grèce, sur le front d'Orient où les armées alliées affrontent les Ottomans. À l'hôpital militaire de Salonique, les blessés affluent. Les médecins sont débordés et le manque d'infirmières compétentes est criant. L'amateurisme des volontaires fait des ravages. Infirmières chevronnées, Eva Durleman et Thérèse Mater sont venues en renfort. Elles vont vivre à Salonique une expérience fondatrice, celle d'une vie entière consacrée aux soins. Elles ont appris le métier dans une école pas comme les autres, à la maison de santé protestante de Bordeaux. Elle est dirigée par Anna Hamilton, l'une des premières femmes médecins en France. Une pionnière qui a mis ses pas dans ceux de la grande infirmière anglaise Florence Nightingale. Son infirmière idéale est qualifiée, efficace et surtout autonome. Complémentaire des médecins, sur un pied d'égalité. Quand la guerre a commencé, ses élèves ont répondu à l'appel. Au front, elles se distinguent, comme Thérèse et Eva. Une nuit à Salonique, un jeune soldat meurt dans les bras d'Eva Durleman, victime d'une blessure infectée par la faute d'une volontaire incompétente. Révoltée, Eva se fait alors une promesse. Un jour, elle créera sa propre école pour former des infirmières aussi bien qu'elle-même l'a été. Et pour sauver des vies. Leur mission, leur raison d'être, hier comme aujourd'hui, partout dans le monde. Tout à fait au départ de la première mission au Liban, c'était en 82, on allait avec l'estafette pour aller chercher les blessés. On s'était arrêté dans un quartier où un homme arrivait avec son fils dans les bras et ce père me transmet tout de suite le fils. Je l'ai pris dans les bras comme ça et son regard, c'était d'un désespoir immense. Et en me disant, mais sauve-le. Et on arrive à l'hôpital. Et puis on me dit, mais il est mort, cet enfant. Je ne sais pas si cet enfant était dans cet état-là au moment où son père me l'a donné, ou si c'est le fait de l'avoir plaqué contre moi pour éviter que ça soit trop près de la porte latérale de l'estafette, qui a fait qu'il a pris des éclats que j'aurais dû prendre. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été un jour où moi, j'étais arrivée au bout, à l'impasse des compétences que je pouvais apporter. Et ça, c'est difficile. Belfort, 15 décembre 1917. Nous recevons nuit et jour de pauvres malheureux qui garderont les traces de leurs blessures toute leur vie. Vraiment, je ne m'endurcis pas du tout dans le métier. Au contraire. Dans son journal du front, Léonie Bello confie son effroi. Dans les tranchées, les armes nouvelles ravagent les corps, comme jamais auparavant. « 2 800 000 blessés, 300 000 mutilés, 200 000 invalides,
15 000 gueules cassées, des gazés, des estropiés et tous les traumatisés. Les soldats avouèrent n'avoir jamais cru que les femmes seraient capables de soutenir pareil spectacle. Maintenant, je pourrais faire n'importe quel métier. Je n'aurais peur de rien. Je n'ai plus peur des morts. Et puis, je suis dure à la fatigue. À l'heure de la victoire, le 11 novembre 1918, l'engagement des infirmières leur vaut la reconnaissance de la nation. En première ligne depuis le premier jour, Julie Crémieux, infirmière majeure de la Croix-Rouge, reçoit la Croix de guerre et la Légion d'honneur. Modèle de devoir et de dévouement. S'est dépensé sans compter auprès des malades et des blessés. A demandé à servir à l'avant. S'est fait remarquer par son abnégation et son sang-froid. Nous n'étions plus de pauvres femmes, êtres faibles. Nous étions tous des camarades combattants, chacun comme nous le pouvions. Sur les champs de bataille de la Grande Guerre, les infirmières françaises ont gagné un surnom qui ne va plus les quitter. Les Anges Blancs. Modèle d'héroïsme et d'abnégation, de courage et de compassion. C'est un nouvel idéal féminin. Célébré à l'infini sur les cartes postales qui s'échangent alors par millions. L'infirmière est toutes les femmes à la fois. La mère, l'amie, la sœur. Et même l'amoureuse. I wish I could kiss you. C'est en souvenir de celle qui l'avait soignée et aimée sur le front italien que l'écrivain américain Ernest Hemingway a écrit son grand roman « L'adieu aux armes ». Oh, darling, darling. I want what you want. There isn't any me anymore, just what you want. You sweet. Oui, c'est vrai que ça fait partie de ces fantasmes de la société, un peu comme l'hôtesse de l'air, où on imagine, voilà, l'infirmière avec en tenue sexy, sous sa blouse blanche. Je veux dire, c'est la société qui leur envoie cette image, qui fait surtout fantasmer les hommes, soyons clairs. Et puis, il y a quand même toujours dans le soin une sorte de proximité, de corps à corps, parce que vous êtes là, vous touchez le drap, quand vous reprenez un patient sur vous pour que vous l'aidiez au moment de la toilette, vous êtes obligé de le prendre sur la tranche comme ça pour pouvoir lui laver le dos, les fesses, les jambes. Et donc, le patient, il vous touche, il est près de vous. Et comment ça se passe dans sa tête? Qu'est-ce qu'il vit? On ne peut pas rester absente de ça. On est un peu dans la vie de l'autre, quoi. Et l'autre est aussi un peu dans notre vie. Léonie Bello, volontaire au front, n'a jamais vraiment quitté ses blessés. Ces hommes qu'elle a veillés des mois et des années durant, longtemps après la guerre. Souvenir bien affectueux d'un de vos rescapés. Toute sa vie, elle a gardé leurs mots de gratitude. Souvenir d'un blessé de 1918 à son infirmière, Mademoiselle Bello, en souvenir de ses bons soins. Et aussi quelques lettres d'un jeune poilu, éperdu, Jules. Sœurette chérie, encore une fois, merci de tout ce que vous avez fait pour moi. De cette affection sincère que vous m'avez toujours témoignée. C'était si bon. Un bien affectueux baiser de votre frérot, Jules. La France a gagné la guerre, mais la victoire se célèbre dans les ruines. Dans les régions du Nord, 90% des villes et des villages sont entièrement détruits. Les civils ont tout perdu. Autant d'hommes, de femmes et d'enfants démunis, à protéger et à soigner. Pour les infirmières, c'est un nouveau front qui s'ouvre. Elles vont s'y affirmer.
Au château de Blérancourt, à côté de Soissons, 2 Américaines sont à la manœuvre, engagées à sauver les gens du Nord. Elles se nomment Anne Murray Dyke et Anne Morgan. Francophile et philanthrope, fille d'un grand banquier new-yorkais, Anne Morgan a levé des millions de dollars aux États-Unis pour fonder le CARD, le Comité américain pour les régions dévastées. Elle fait venir des infirmières des États-Unis qui financent leur propre voyage. Intrépides, au volant de leur camionnette, elles sillonnent le Nord en ruine et se déplacent au chevet des familles dans le besoin. Humanitaire avant l'heure, elles distribuent des vivres, des vêtements et surtout des soins. Les besoins sont infinis, mais les bras manquent. Le manque d'infirmières compétentes en France est critique. Nous devons sauver les bébés. Quand la France s'inspirera-t-elle enfin du système de santé publique américain? Le ton est condescendant, mais Anne Morgan fait mouche. Car en dépit de tous leurs sacrifices pendant la guerre, les infirmières françaises ne tiennent pas la comparaison avec leurs consoeurs américaines ou britanniques qui ont débarqué avec les armées alliées. Des régiments de femmes formées, organisées, indépendantes. Leur nombre impressionne et leur efficacité. Aux États-Unis, les infirmières sont diplômées de l'université et leur rôle est pleinement reconnu. Tout le système de santé publique repose sur elles, et en particulier sur les visiting nurses, les infirmières visiteuses. Déployées dans tout le pays, jusque dans les quartiers les plus déshérités. 1, 2. C'est un modèle. Et 3. Non, tout droit, tout droit, tout droit. Demain, j'amène un élastique, je vous fais une couette. Hein. Oui. Hein? Ils sont longs, là, vos cheveux. Moi, j'ai l'impression d'être une infirmière visiteuse. Pour certains, je suis la seule visite de la journée. Donc, ils m'attendent avec impatience. Parce que pour eux, c'est le moment d'échange. Elle a eu du monde. Ben oui. Puis maintenant, il y a l'école qui a repris. Ben oui. Donc, ça lui fait du bien. Avant, elle venait tous les jours. Je vois plus personne. Je suis trop vieille. Mais non, vous êtes encore toute jeune. Moi, c'est vrai que je suis assez proche d'eux, donc le soir, si j'ai pas beaucoup de travail, je viens avec mes enfants. Et ils sont toujours contents de voir de la jeunesse. Je pense qu'il faut qu'on donne de nous-mêmes, parce que ces gens-là, ils ont, pour certains, que nous. Mon petit patient qui a Alzheimer, il voit que moi de la journée. Donc je suis sa seule visite le matin, le soir. Même s'il s'en rappelle pas, pour moi, je me dis que s'il doit fermer les yeux dans la journée, il aura vu quelqu'un et il n'aura pas fini seul. Il n'y a jamais assez d'infirmières. Jamais assez pour les hôpitaux, pour les SANA, pour toutes les douleurs et toutes les misères. Eva Durleman et Thérèse Mater sont revenues du front d'Orient. Et elles n'ont pas oublié leur promesse. Créer leur école d'infirmières. Quitte à repartir à l'aventure. En 1920, à l'invitation de la Croix-Rouge américaine, elles traversent les États-Unis, d'est en ouest. Une grande tournée pour découvrir leurs écoles, leurs méthodes, et aussi tenter de lever quelques fonds. Nous sommes toujours à nous démener pour essayer de voir M. Rockefeller. Il ne nous manque plus que la bagatelle de 7 millions. Enfin, il ne s'agit pas de désespérer. Rockefeller ne leur a pas donné 7 millions, mais elles ont relevé le défi. En 1923, la maison de santé Ambroise Paré est enfin inaugurée, à Lille, leur école-hôpital. Elles vont la diriger ensemble, main dans la main, 30 ans durant. Des générations d'infirmières vont y apprendre leur métier. Depuis 1922, elles sont officiellement diplômées d'État. Un nouveau statut, arraché de haute lutte par Léonie Chaptal. Infirmière, et elle aussi directrice d'école, elle s'est hissée jusqu'aux plus hautes instances de l'assistance publique pour plaider leur cause. Grâce à elle,
Le diplôme sanctionne désormais 2 années d'études et surtout un programme commun. Plus que toutes les médailles, c'est la reconnaissance du métier d'infirmière. Ni bonne sœur, ni bénévole, ce sont désormais de vrais professionnels de santé. Il y a tout le côté très technique que moi j'apprécie énormément. On fait plein de soins divers et variés, de l'intubation, la dialyse, les différents types de respirateurs, les différents types de voies d'abord, les cathéters centraux. Enfin franchement, moi j'avoue c'est ce que j'aime. Et puis le côté un peu stressant de la réanimation aussi, c'est ce qui fait un peu vibrer. Je pense qu'on s'y retrouve tous un peu là-dedans. Vous perfusez, monsieur? Ça va, monsieur? Ça va aller, monsieur. On fait au plus vite. C'est vraiment être proche du patient, malgré toute la technicité qu'on a en réanimation. C'est beaucoup d'actes invasifs qui peuvent être douloureux. Tout le temps du monde dans les chambres, une pollution sonore quasi constante avec les alarmes, les gens qui parlent, les pousse-seringues. Moi, je prends soin de mes patients. Je leur fais sentir qu'ils ne sont pas juste patients. Je leur fais sentir que je les fais rire, qu'ils sont humains. Apprendre, progresser, se former. C'est ainsi que depuis plus d'un siècle, les infirmières et les infirmiers ont conquis leur place. Toujours plus nécessaire dans une société en pleine mutation. Après la guerre, la France s'est reconstruite. Les usines tournent à plein régime et drainent en masse des travailleurs qui désertent les campagnes. Tout un nouveau prolétariat qui se presse dans les faubourgs des grandes villes. Les conditions de vie y sont déplorables. Les familles s'entassent dans des logements exigus et insalubres. Un mal bien connu s'y répand, décimant des familles sur des générations. « 90 000 personnes en meurent chaque année. C'est la tuberculose, la peste blanche. Contre cette infection qui ronge les poumons, il n'y a pas de remède. À part de longues cures à l'issue incertaine au sanatorium. La France a perdu trop d'hommes à la guerre pour ne rien faire. Le déclin démographique menace et obsède la classe politique. Lutter contre la tuberculose est la priorité. Une nouvelle guerre à mener. Et une fois encore, les infirmières sont mobilisées. Un nouveau corps a été créé, les infirmières visiteuses. Capées de bleu, comme les américaines, elles seront 2500 à travers toute la France. Véritable régiment lancé à l'assaut de la tuberculose, contre la misère. Je vais à l'aventure. Ma sacoche d'infirmière, ma tenue de service. Un de mes gosses fait une broncho inquiétante. Il faut de l'huile camphrée. Postée dans un faubourg ouvrier du Havre, Céline Lotte a raconté son quotidien de visiteuse des années 20. Figure familière du quartier, un peu crainte parfois, qui inspecte les logis, ausculte les enfants, traque l'épidémie. Une gamine de 23 ans, tuberculeuse, mère de 4 enfants, et que son mari brutalise d'une manière odieuse. La visiteuse soigne tous les maux, ceux du corps comme ceux de la société. Pilier des politiques de santé, mais pour un salaire bien inférieur à celui d'une institutrice. À en croire le docteur Albert Calmette, l'inventeur du vaccin contre la tuberculose, c'est la plus belle carrière qu'une femme peut embrasser. À condition, bien sûr, de rester à sa place. Nous redoutons par-dessus tout que vous commettiez l'erreur de sortir de votre rôle de collaboratrice et de vous croire assez instruite des choses de la médecine. Il appartient au médecin seul de vous indiquer ce que vous avez à faire.
Parce que voilà, il faut faire ce qu'on nous dit. Il y avait ce côté, je suis le prescripteur, tu es l'exécutante. On ne se considère pas comme simplement une exécutante. On réfléchit, on pense. Je veux dire, on transmet de la richesse quand même. Permettre à un patient de retrouver son autonomie, mais sa liberté, c'est énorme. Alors, on ne fait pas tout, on y participe. Mais comme y participe le médecin, et comme y participent bien d'autres professions soignantes autour de nous. Mais vous êtes responsable totalement du psychisme, du corps, vous voyez, du moral, de tout, de cette personne qui est entre vos mains. Vous voyez, le médecin, il prescrit. Il opère, il prescrit, mais c'est l'infirmière qui applique. C'est une profession, puisqu'on demande plusieurs années d'études sérieuses et un diplôme. Ce n'est pas un métier, car le métier représente l'échange d'un travail contre de l'argent, mais n'exige pas le don complet du travailleur. Toutes ses forces, toute sa puissance affective. C'est l'infirmière? Bonjour, bonjour. Humainement, moi, ça m'a apporté grandement parce que ça nous fait grandir. Bon, des fois, c'est très lourd à porter. Hein. Tenez. Parce qu'on est confronté à la mort, on est confronté à la douleur, on est confronté à la solitude des gens et on est aussi maintenant confronté au désert médical. C'est bon? C'est bon. Bon, je vous dis à ce soir. On fait beaucoup de fins de vie, on accompagne beaucoup plus les gens qu'à l'hôpital parce que ici, les gens veulent décéder chez eux. C'est des prises en charge qui sont très dures pour nous parce que vous avez accompagné des gens pendant des mois et là, vous savez que c'est la fin et qu'après, vous n'allez plus les voir. Et malgré tout ce qu'on peut mettre en place, on s'attache à des personnes, même si des fois elles peuvent être énervantes, agaçantes, mais on finit toujours par s'attacher à eux. Après, c'est sûr que le soir, je rentre, c'est compliqué. C'est vrai que ça prend du temps sur notre famille, que des fois notre famille, moi je vois mes enfants, encore le bip qui sonne, toujours pendant qu'on mange. Voilà, tu t'en vas encore et pour combien de temps? Mais ils savent très bien que si je le fais, c'est que j'aime ça et que les gens en ont besoin. C'est un choix de vie. Je pourrais pas changer, c'est pas possible. Infirmière, un choix de vie. Certaines diront une vocation. Mais pendant longtemps, cela a aussi été le choix d'une liberté. Pendant les années folles, les Françaises se sont affranchies. Sans corset et les cheveux courts, elles sont de plus en plus nombreuses sur le marché du travail. Et pas seulement à l'usine. Dans les bureaux, la dactylo à la cote. Mais devenir infirmière, c'est autre chose. Un diplôme reconnu, un statut, un salaire même modeste, c'est une promesse d'indépendance, d'une vie à soi, voire d'un horizon plus vaste. À celles que l'aventure n'effraie pas, l'assistance publique offre le voyage et les 2 ans d'école. Un aller simple aux colonies. L'Empire français est alors à son apogée. Célébré en grande pompe lors de l'exposition coloniale de Vincennes en 1931. Et du Maghreb à l'Indochine, des Antilles à l'Afrique, la santé comme l'éducation sont mises au service de son ambition. Car il n'est pas de conception impériale française sans que soit respecté le principe de l'accès des indigènes au bien-être et à l'éducation. À Dakar, au Sénégal, une école de médecine a été inaugurée juste après la guerre. Une première. La métropole se targue d'y former des soignants indigènes. Une façon de compenser l'effort de guerre des colonisés et de resserrer les liens. Les hommes deviennent médecins ou pharmaciens. Pour les filles, une seule section est proposée. Sage-femme. C'est la voie que choisit Awa Keïta, fille aînée d'un ancien tirailleur. Diplômée en 1931. Elle a 20 ans.
Pour son premier poste, Awa Keïta est mutée au loin, à Gao, dans l'ouest du Mali. Elle s'y rend seule, à bord d'un ferry qui remonte le fleuve Niger. Une plongée dans l'inconnu, risquée et audacieuse. J'étais heureuse et fière d'aller mettre mes modestes connaissances au service d'une population qui n'avait jamais su ce que c'est qu'une sage-femme. Il fallait dépister les femmes enceintes qui rechignaient à toute méthode occidentale et se cachaient. Mais la confiance se créa. J'étais la seule jeune fille émancipée de Gao. J'avais un succès fou. Entre le monde des médecins blancs et celui des femmes de son peuple, Awa Keïta se forge une place à part. À la fois soignante et témoin lucide de la réalité coloniale. Il m'arrivait d'avoir quelques accrochages avec des Européens racistes ou mal élevés, qui se permettaient de critiquer mes compatriotes en ma présence. En soignant, sa conscience s'éveille. Bientôt, elle deviendra l'une des leaders de l'indépendance du Mali. Une combattante de la liberté. Pas à pas, les infirmières s'affirment, s'émancipent, revendiquent. Elles ne sont pas encore très nombreuses au printemps 1936, quand les ouvriers défilent pour leurs droits, au lendemain de la victoire du Front populaire. Mais quelques-unes sont venues lever le poing. Elles dénoncent déjà leurs conditions de travail. Les journées de 12 à 18 heures, sans congé ni vacances, le logement à l'hôpital et les salaires dérisoires. Apprenez à défendre la santé. Leur mot d'ordre n'a pas fini de résonner. Je veux dire, les batailles, on les gagne pas comme ça du premier coup. Si on vous paye mal, c'est qu'on vous déconsidère. Il n'y a pas de secret, hein. À partir du moment où on vous rétribue bien, ça veut dire qu'on considère que l'utilité de votre profession. Et le paradoxe, c'est que on est des gens utiles, on est des gens nécessaires, mais voilà, contentez-vous, voilà, l'abnégation, le don de soi. On attend toujours plus des infirmières. Compétence et savoir-faire, mais aussi dévouement, altruisme, sacrifice. Éternel ange blanc, toujours un peu bonne, toujours un peu nonne. Je trouve qu'on n'est quand même pas payé à la hauteur de nos responsabilités. Enfin, ici, je fais une erreur d'un tout petit quelque chose, je peux tuer quelqu'un. C'est vrai qu'on est épuisé, on se sent pas écouté, on n'a pas l'impression que vraiment on entend cette souffrance. Et je pense que c'est cet épuisement-là qui fait qu'au bout d'un moment, les infirmiers, les aides-soignants s'en vont. C'est usant, le métier d'infirmière. Hein. C'est usant. Hein. Vous prenez quand même, pour le coup, une part de la misère du monde. Et cette part de misère, les infirmières n'ont jamais cessé de la prendre. Engagées auprès des plus vulnérables, chaque fois que l'histoire bascule. Comme en cet hiver 1939, quand les républicains espagnols, vaincus par le général Franco, fuient avec leurs familles, à pied, à travers les Pyrénées. C'est la retirada. 500 000 hommes, femmes et enfants. L'exode de civils le plus important depuis la Première Guerre mondiale. La France les accueille à contre-cœur. À la hâte, des camps d'internement sont ouverts tout au long de la frontière espagnole. Dans le Roussillon, à Argelès-sur-Mer, ils sont 180 000, démunis de tout, entassés, à même la plage. Une jeune volontaire suisse les a accompagnés depuis l'Espagne. Elle se nomme Elisabeth Heidenbenz. Institutrice de formation,
elle s'est engagée dans une organisation humanitaire, le Secours suisse aux enfants. Comment faire face à tous ces problèmes sans désespérer et sans perdre patience? Comment aider toutes ces victimes de la guerre? Sur la plage d'Argelès, Elisabeth est témoin de l'abandon des réfugiés. Le dénuement est total. Pour protéger leurs bébés du froid, les mères les enfouissent dans le sable. D'où prendre les forces pour qu'une mère puisse, en ces circonstances, remplir ses devoirs envers ses enfants? La réponse à toutes ces questions, Elisabeth Hayden-Benz l'a trouvée ici, dans ce château abandonné, à Elne, à quelques kilomètres d'Argelès-sur-Mer. Avec les moyens du bord, elle en fait une maternité pour accueillir les femmes réfugiées enceintes, les malades et les enfants affamés qu'elle fait sortir des camps d'internement. Le temps de naître, le temps de reprendre des forces, de reprendre espoir. Elisabeth a photographié chaque bébé, gardé la trace de chaque séjour. Dans l'urgence du moment, elle apprend. Infirmière, par la force des choses. C'était un très bon travail pour moi, car on ne peut pas imaginer ce que représente de pouvoir porter de l'aide aux personnes en danger. Est-ce que vous tenez debout? Non? J'ai besoin, en tant qu'infirmière, d'avoir ce côté stimulant que je retrouve aux urgences. Et j'ai aussi besoin de ce côté prendre le temps, écouter, relationnel que je vais retrouver au sein de mes maraudes, au sein de la Croix-Rouge. Produit d'hygiène, un café. Qu'est-ce que tu voulais, toi? Un chocolat. Vous êtes où? Vous êtes Là, pour l'instant, dehors. Ouais. Et bientôt, on va essayer de prendre un appartement. Ok, vous avez les démarches qui sont en cours, là? Ouais. Être infirmière, c'est savoir s'adapter aussi. S'adapter à tous les besoins et toutes les demandes qui peuvent être formulées par cette personne qu'on a en face de nous. Ces personnes-là qu'on va rencontrer ne sont pas forcément malades, mais elles ont des besoins. Vous leur dites que vous êtes à la rue et vous avez un bon d'achat de 30 €. C'est un métier qu'on emporte avec soi, en fait, qui fait partie intégrante, enfin pour moi en tout cas, c'est un métier qui fait partie intégrante de ma vie. En septembre 1939, la France a déclaré la guerre à l'Allemagne nazie. Le 13 juin 1940, elle est vaincue. Les armées d'Hitler marchent dans Paris. Les civils s'enfuient par millions. C'est l'exode. Et alors que tout s'effondre, dans le chaos de la déroute, des infirmières se retrouvent prises au piège. À Orsay, au sud de Paris, l'hôpital municipal a reçu l'ordre d'évacuer. Mais la direction a déserté et les infirmières sont seules. Le temps presse. Comment évacuer les patients alités, trop malades ou trop âgés? Un médecin militaire replié là par hasard va donner l'ordre. Morphine à haute dose. Ce 14 juin 1940, 4 infirmières se rendent coupables de l'euthanasie forcée de 7 patients. Un meurtre. À leur procès, la presse se déchaîne. On les surnomme les piqueuses d'Orsay. Pour leur éviter la guillotine, leur avocat plaide l'irresponsabilité. Forcément soumises aux médecins, les infirmières n'auraient su agir de leur propre chef. Le jury est convaincu et les infirmières d'Orsay écopent d'un sursis. Comme si, finalement, une infirmière ne pouvait être que cela, une simple exécutante, condamnée à obéir. Pourtant, à l'heure de la défaite et de l'occupation, elles sont nombreuses celles qui font le choix de s'engager à nouveau auprès des plus fragiles, des plus vulnérables, et même des indésirables, quitte à désobéir. Eva Durleman et Thérèse Mater n'ont pas hésité. Derrière les murs de leur maison de santé, en plein Lille occupée par l'armée allemande, les demoiselles soignent et cachent des aviateurs anglais, tombés en mission, avant de les faire évader.
Le risque ? Être dénoncé, arrêté, exécuté. Elle l'assume et recommence. Le 11 septembre 1942, les Juifs de Lille sont raflés par l'occupant. À la gare où ils sont parqués, Eva convainc une femme de lui confier son bébé. Il s'appelle Michel Baran. Elle vient de le sauver de la déportation. Au sud de la ligne de démarcation, qui partage depuis l'armistice la France en deux, le régime de Vichy mène sous l'autorité du maréchal Pétain la même politique antisémite que l'occupant nazi. Vive la France! Dans le Roussillon et tout au long des Pyrénées, les camps d'internement qui avaient servi à parquer les républicains espagnols sont désormais utilisés pour enfermer tous ceux que Vichy persécute. Les opposants politiques, les communistes, les tziganes et les juifs étrangers, dans l'antichambre de la déportation. Fidèles à leur mission, des infirmières vont s'engager auprès des internés. Au camp de Rivesaltes, juste à côté de Perpignan, Friedel Bonny-Reiter, infirmière puéricultrice, a décidé de demeurer auprès de ceux qui en ont le plus besoin, les plus petits. Elle travaille elle aussi pour le Secours suisse aux enfants, déjà engagé auprès des réfugiés espagnols. Suisse, donc neutre, c'est l'une des seules organisations humanitaires autorisées à travailler au sein des camps français. Le journal et les photographies que Friedel Bonny-Reiter a conservées témoignent de ses efforts pour pallier le manque de tout, de nourriture comme de soins élémentaires, mais aussi pour éduquer les enfants, les distraire, les faire rire, les maintenir en vie. Friedel Bonny-Reiter évacue aussi des femmes malades, des mères et des bébés vers la maternité suisse d'Elne, à quelques kilomètres de Rivesaltes. Elisabeth Hayden-Benz y poursuit sa mission. C'est le quartier général du Secours suisse. Une ancienne de la guerre d'Espagne les rejoint parfois, Elsbeth Kasser. Elle a choisi de vivre au camp de Gurs, dans le Béarn, au pied des Pyrénées. C'est le plus vaste des camps d'internement français. 6500 juifs allemands, expulsés du Reich, y ont été internés, dès l'automne 1940. 800 meurent quelques semaines à peine après leur arrivée. De ce camp, élevé à la hâte sur un terrain venteux et marécageux, il ne reste presque plus rien, que le cimetière et la baraque où Elsbeth Kasser a vécu pendant 3 ans. Cette cabane, les internés l'ont surnommée l'As de cœur et Elsbeth, l'ange de Gurs. Elle soigne comme elle peut, réconforte, nourrit, de quoi garder un semblant d'humanité. Et malgré tout, d'arriver à apporter le maximum d'humanité par les gestes, par le regard, par quelques mots, même dans notre langue, mais dont les intonations et les modalités vont calmer ou rassurer quelqu'un qui va pas bien. 40 ans après la guerre, Elsbeth Kasser retournait sur les lieux du camp de Gurs. Elle y témoignait pour la première fois. Am Anfang dachte ich müsse das ganze Elend in die Welt hinausschreien. Aber es galt zu schweigen, Stand zu halten, etwas zu tun. Aber das Tun hatte seine Begrenzungen. Dans les camps français, les infirmières suisses sont toutes confrontées au même dilemme. Placées sous l'autorité de la Croix-Rouge, elles sont tenues à une stricte neutralité. Obligées de respecter les lois de Vichy.
même quand les Juifs internés sont déportés massivement, après l'été 1942. Man möchte retten, man möchte verstecken, man möchte den Leuten den Weg zeigen, hinaus aus diesen Grenzen. Aber ich war Vertreterin des Roten Kreuzes, das ging nicht, ich durfte nichts Illegales tun. Also, diese Frage. Ich durfte nicht lügen, um Menschen zu retten. Obéir pour continuer à soigner, ou désobéir pour tenter de sauver des vies. Combien d'infirmières ont dû choisir? À Elne, Elisabeth Eidenbenz a choisi et transgresse. Elle cache des mères, déclare des bébés sous de faux noms, organise leur sauvetage avec Friedel Bonnireiter, jusqu'à ce que la Gestapo ferme la maternité suisse au printemps 1944. « 600 enfants, espagnols et juifs, y sont nés. Leurs descendants s'en souviennent. Qui sauve une vie, sauve l'humanité, tout entière. » Garder en tête cette notion de la valeur immense de la vie pour pouvoir en prendre soin, de façon à préserver tout ce qui est encore vivant, pour que ça dure. Ça serait bien. La France est sortie meurtrie de la guerre et de l'occupation. Mais des ruines et des divisions naît la promesse d'un monde nouveau. D'une société plus juste. C'est le programme du Conseil national de la résistance. Il s'intitule « Les jours heureux ». Une utopie devient réalité, la santé pour tous. En octobre 1945, la sécurité sociale universelle et obligatoire est créée. L'équipement sanitaire de la France a pris un nouvel essor grâce à la sécurité sociale. Les interventions effectuées avec succès, grâce à un matériel ultramoderne, autorisent les plus grands espoirs dans le traitement chirurgical de ces affections. C'en est fini de l'hôpital-hospice d'autrefois, refuge des pauvres et des déshérités. Ainsi, avec l'aide de la sécurité sociale, la France possédera bientôt un équipement sanitaire correspondant à ses besoins. L'hôpital moderne sera à la pointe du progrès. C'est une révolution de la santé. Et les infirmières vont y prendre pleinement part. Dans tous les services, et même derrière les murs des vieux asiles psychiatriques. Exception dans une profession de femme, on y trouve alors surtout des infirmiers. Plus surveillants que soignants, on les appelle des gardiens de fous, comme en prison. Les patients étaient envoyés dans les services pour pas être vus de la société. Et c'est quelque chose, nous, qu'on tend à faire évoluer, qui a déjà commencé, mais qu'on tend à faire continuer d'évoluer. Parce que non, l'objectif, il est pas là. Nous, les murs, on les fait pas tout à fait tomber, mais on les peint. Mais on veut un peu décloisonner cette sensation d'enfermement, d'obligation de cacher. Si la psychiatrie a changé, c'est que des soignants, médecins et infirmiers l'ont voulu, ensemble. Parmi les pionniers, un psychiatre, Georges Daumaison. Les patients sont des êtres humains. Les infirmiers ne sont pas des gardiens de prison. Georges Daumaison était médecin et cinéaste amateur. Avec sa petite caméra Super 8, il a immortalisé les asiles d'après-guerre, aux quatre coins de la France.
des dizaines de bobines pour témoigner des archaïsmes, mais aussi des efforts de tous ceux qui, comme lui, ont tenté de réformer l'asile. Si on soigne l'hôpital, on soigne les patients. À l'hôpital de Saint-Alban en Lozère, il filme le docteur François Tosquelles, un anticonformiste qui lui aussi fait tomber les murs. Il n'y a plus de camisole, mais des ateliers d'art pour s'exprimer et réapprendre à vivre. Les anciens gardiens inventent un métier, infirmier psychiatrique. Et même si aujourd'hui cette spécialité n'existe plus, même si la psychiatrie est de nouveau et plus que jamais en crise, leur héritage s'est transmis et résiste. Eh ben allez-y. C'est moi qui commence? Eh ben, on va tous faire en même temps. Et je suis obligée de suivre les traits là? C'est mieux de rester dessus. Après, vous pouvez les modifier. Il était un petit canard qui en avait marre. Je suis rentrée en école d'infirmière pour être puéricultrice. Pas du tout la psychiatrie. J'en avais peur. Pour moi, c'était Napoléon avec son entonnoir sur la tête. Et en fait, j'ai fait un stage en psychiatrie et j'ai dit, bah oui, c'est ça que je vais faire. Enfin... Attention, je te rejoins. Attention, je te rejoins. On y croit. On croit que le soin en psychiatrie ne passe pas que par la chimie, que par les traitements. Il y a aussi tout ce côté corporel, quelque part, enfin, voilà, où on soigne aussi avec le corps, avec ce que les personnes sont, avec ce qu'elles produisent, avec la parole. Là. Ouais, parce que j'ai la queue du marsupilami qui s'approche. Un marsupilami. Mais moi, je vois un petit lutin qui a sa flûte à côté de lui. Là, avec son chapeau, le petit lutin. On le voit bien quand même. Vous, en tout cas, vous le voyez bien. Ah ouais. Et je me souviens, pendant mes études d'infirmière, on parlait de prise en charge. Et le mot charge, pour moi, est vraiment à connotation négative. Ça fait un poids sur les épaules, c'est une charge. Et du coup, voilà, ça me renvoie vraiment à ça. Moi, je ne prends pas en charge un patient, je prends soin d'un patient. Prendre soin. Au printemps 1954, en Indochine, alors que la France à peine reconstruite s'enlise dans une guerre de décolonisation, une toute jeune femme a poussé très loin cet engagement. Elle est infirmière et convoyeuse de l'air, engagée volontaire dans l'armée. Elle se nomme Geneviève de Galard. En avion, elle évacue les soldats blessés de Dien Bien Phu, encerclés par les combattants vietnamiens. Le 28 mars 1954, alors que la bataille est déjà presque perdue, son appareil est détruit. Pendant des semaines, jusqu'à la défaite finale, elle va rester à Dien Bien Phu, dans la boue, auprès de ceux qu'elle refuse d'abandonner à leur sort. Il faudra l'évacuer contre sa volonté. Geneviève de Galard, l'héroïne de Dien Bien Phu, arrive enfin à Paris, où l'armée lui accorde auprès des siens un repos bien mérité. Je vous remercie tous d'être venus. Je vous assure que je ne m'attendais pas à une telle popularité, je ne l'ai pas méritée. Et toutes mes camarades convoyeuses qui sont ici auraient certainement fait la même chose. Comme les anciennes de la Grande Guerre, on la surnomme bientôt l'ange de Dien Bien Phu. En couverture de tous les journaux, c'est un modèle. Infirmière, oui, madame. Vous êtes demandée au lit 89, hein? Oui, j'y vais. Dans les années 50, les jeunes Françaises sont de plus en plus nombreuses à choisir le métier d'infirmière et à travailler à l'hôpital. Sécurité sociale pour tous et baby-boom oblige, la demande de soins a explosé. Pour y répondre, les hôpitaux s'agrandissent et se modernisent. C'est le temps des grandes premières médicales. Première greffe de rein, premier service de réanimation, première opération à cœur ouvert en 1958. Les chirurgiens repoussent les limites
et prennent toute la lumière. Vous êtes prêts, mais... Ah non, je suis prêt. Bon, oui, on va monter la table un petit peu. Merci. On va commencer. Oui, monsieur. Quelle est la pression de la pulmonaire, Bouchard? 40/20. Ça va, c'est bien, ça. L'assistance publique, elle aussi, se modernise et s'humanise. Ces infirmières seront désormais élégantes, vêtues par la haute couture parisienne. Les infirmières, elles aussi, ont changé. Leur nouvelle tenue vient d'être présentée officiellement devant des spécialistes et a remporté d'emblée tous les suffrages, y compris ceux des futurs malades. Et ce n'est pas qu'une question d'uniforme. Dans l'ombre, elles ont accompagné le progrès. Elles se sont formées aux nouvelles techniques et spécialisées. Plus compétentes, plus responsables, mais toujours au chevet des malades, piliers des services. De combien de malades devez-vous vous occuper actuellement? Eh bien, pour moi, je suis à la tête d'une salle de 33 malades en chirurgie avec une aide-soignante. C'est très difficile parce qu'on est surmené, surchargé et ça n'améliore pas les conditions du malade. Et c'est là le problème. Je me demande justement, souvent je me pose la question, est-ce que dans 10 ans, tu seras capable de faire ce que tu fais actuellement? Quand je suis partie de l'hôpital, je me suis toujours dit, jamais je ne revivrai ça. Faire des 12 heures où vous n'avez pas le temps de manger, où vous ne pouvez pas prendre le temps avec les gens, que vous passez à côté de plein de choses, c'est pas possible. Donc moi, c'était pendant le Covid. Nous étions 2 pour 30 patients. Donc 30 patients, sachant que j'en avais 2 avec un pronostic vital qui était engagé. Et en fait, pas d'instruction. Donc pour ces 2 patients. Donc j'ai passé honnêtement la nuit la plus horrible de ma vie. Les infirmières ont payé au prix fort les grandes promesses de la sécurité sociale. L'hôpital soigne tout le monde, mais les infirmières ont beau remplir les écoles, elles ne sont jamais assez nombreuses pour faire face. Au début des années 60, elles sont 80 000, quand il en faudrait 140 000, presque le double. Une pénurie chronique, synonyme de salles surpeuplées, de semaines de 65 heures au lieu des 45 de rigueur, et de longues nuits de garde pour un salaire toujours inférieur à celui d'une employée de bureau. Elles n'en sont jamais sorties. Pour attirer les gens, il faut qu'il y ait plus de monde, que ça se voit que c'est plus confortable le travail et que, bien sûr, les rémunérations elles soient à la hauteur. Mais bon, après, moi, c'est mon travail maintenant. Je pense pas que je changerai. Je suis pas sûre que je fasse ma vie à l'hôpital, en revanche. Je sais pas si on peut tenir toute sa vie maintenant. Je crois que pour pouvoir tenir le coup dans ce métier, il faut être une sainte ou une folle. C'est un métier très difficile, très astreignant, et les infirmières sont souvent vite déçues. Il paraît qu'il faut être une sainte ou une folle pour pouvoir rester dans la profession. Non, il faut être une femme. Décidément, le vieux mythe de l'ange blanc leur colle à la peau et les cantonne toujours à la même place. Dévouées aux malades, soumises aux médecins, sous-estimées. Je ne sais pas si je peux vous raconter une histoire. Mais si, parlez, madame. J'ai entendu un chirurgien dire, un chirurgien assez connu, que pour lui, une infirmière, c'était avant tout une femme méchante évoluée. L'hôpital n'est que le reflet de la société. Dans la France des 30 Glorieuses, le mari domine sa femme et son foyer, et le chef, son infirmière et son service. Mais à ce rythme, les anges s'épuisent, jusqu'à déserter. 5 ans, c'est le temps qu'elles tiennent en moyenne à l'hôpital. De quoi aggraver encore la pénurie chronique d'infirmières et leurs conditions de travail et leur malaise. Or, sans elles, même l'hôpital le plus moderne ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas d'endroit actuellement en France où l'on soit mieux soigné que dans les hôpitaux publics. C'est pour cela que nous sommes si malheureux, à cause de ce décalage entre la qualité technique des soins et le travail que l'on fait faire à notre personnel, qui est surmené. Et nous finirons par avoir des soins de mauvaise qualité si on ne veille pas à cela. Dans les années 60,
Ils sont encore rares, ceux qui, comme le professeur Paul Miliez, ont défendu les infirmières et pris leurs responsabilités de médecins. Des administrations comme l'assistance publique sont admirables. Elles fournissent tout ce que les médecins demandent. Sauf dans un domaine où peut-être les médecins ont eu tort de ne pas s'en occuper assez, le domaine du personnel. Les conditions de vie et de travail et de salaire du personnel infirmier et technique. Paul Miliez peut hausser le ton, il n'est pas entendu. Au lieu de revaloriser les infirmières, un nouveau statut a été créé pour enrayer la pénurie. Aide-soignante. 1 an seulement d'études et toutes les tâches des anciennes filles de salle, pour un salaire encore plus bas. Je dois seconder l'infirmière, mais ça m'arrive de faire toute seule la salle. Parce que le jour que l'infirmière est de repos, eh bien, je suis toute seule dans la salle. Alors qu'il devrait y avoir 2 infirmières. C'est ça. Vous faites des piqûres, vous faites des perfusions. Tout, la prise de sang, enfin tout ce qu'il y a à faire, les perfusions, tout ce qu'il y a à faire dans la salle. C'est prévu par le règlement, ça, pour une aide-soignante? Ah, ben, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Il vaut peut-être mieux qu'on ne le sache pas, alors, non? À l'hôpital, qu'est-ce qui pourrait s'améliorer? Il y a eu pas mal de progrès, hein, mais qu'il ne manque pas de personnel. Qu'il y ait plus de personnes formées pour ce métier. Qu'il y ait plus de soignants pour que cette profession se fasse vraiment avec amour, quoi, avec... voilà. Allez, j'enlève le masque. Quand on est en sous-effectif, même avec toute la volonté, la meilleure volonté du monde, on n'arrive pas à être vraiment dispo pour les patients. On ne prend pas le temps d'être vraiment... de faire les soins comme il faut. Les patients, ils comptent quand même sur nous. On est seuls face à eux. Parce que les familles, elles viennent, elles s'en vont. Mais on est les seuls à pouvoir avoir ce contact avec eux. On est là vraiment pour les apaiser. Vous me dites si je vous fais mal. Une infirmière, elle aime ses malades. Elle aime ce qu'elle fait. Même si on vous dit « j'en ai marre », mais on ne peut jamais avoir marre totalement. Nous sommes responsables du malade. On sent cette responsabilité. Vous voyez, et c'est ça qui nous pousse à bien faire. Et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais ça nous use. Nous sommes usés, fatigués. Lucienne Bellemare, pourtant, est de celles qui se sont battues pour pouvoir l'exercer, ce métier d'infirmière. Elle, que l'on a fait venir de la Martinique, à 19 ans, comme des dizaines de milliers de jeunes Antillais, afin de pallier le manque de main-d'œuvre bon marché en métropole. Le jour du départ, je ne l'ai jamais oublié. Je suis partie un 30 avril 1964. Et l'image que je garde de ce... J'ai là des frissons. Que je garde de ce départ, toute ma famille est venue m'accompagner. Et c'était vraiment une scène déchirante. J'ai trouvé ça odieux parce que c'était des pleurs, des hurlements, des cris d'enfants. Et je crois que c'est ce qui m'a fait réaliser que je quittais mon île. Pour combien de temps, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'était l'inconnu pour moi. Son histoire a un nom, le BUMIDOM, le Bureau des migrations dans les départements d'outre-mer, créé en 1963, alors que le chômage frappe la jeunesse des Antilles. Pendant 20 ans, le BUMIDOM a fait partir en masse des manœuvres pour le bâtiment, des ouvriers spécialisés, des femmes de ménage, et aussi le personnel qui manque dans tous les hôpitaux de la métropole. Pourquoi faire partir les jeunes? Pour nous, c'était une injustice. Je pense que si nous avions eu les moyens sur place, avec des centres de formation comme l'on voit actuellement, on aurait pu s'en sortir, parce que nous savions travailler.
Beaucoup de jeunes femmes auraient rêvé de devenir infirmières. À l'arrivée, elles seront agents d'entretien ou aides-soignantes. Lucienne Bellemare, elle, devient assistante de puériculture, le soin des enfants. Elle étudie et travaille en même temps dans un préventorium pour petits tuberculeux, dans le nord de la France. Elle est la seule élève noire. J'étais avec une amie du préventorium et un enfant qui n'était pas gentil avec son parent. Et la mère lui dit, si tu n'es pas sage, la dame, elle va te manger. Mais vraiment, j'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne suis plus pareille que les autres. Vous voyez, voilà. Et ça fait mal, ça vous reste éternellement. Voilà. Lucienne Bellemare a fini par attraper la tuberculose. Une épreuve, mais qui change son destin. Les besoins sont tels qu'on recrute désormais les infirmières jusque dans les sanatoriums, parmi les patientes. Leurs médecins les préparent au concours. Lucienne le réussit en 1971, major de sa promotion, 7 ans après avoir quitté Fort-de-France. Et à ce moment-là, je changeais de statut, je devenais vraiment une personne importante. Voilà. Mais avec humilité, hein, je le dis, voilà. Infirmière, le métier fait toujours rêver, mais plus au point de tout donner. Au-delà des murs de l'hôpital, la jeunesse se libère et les infirmières aussi aspirent à s'émanciper. Longtemps soumises, leur voix s'élève. En mai 68, elles ont été quelques-unes à rejoindre le mouvement. Elles ne s'arrêteront plus. Mobilisées pour la semaine de 40 heures, contre l'hôpital-usine ou encore les stages jamais rémunérés. Est-ce qu'on examine quand même vos problèmes ou est-ce que finalement vous parlez dans le vide? On parle dans le vide. Tout le monde s'en moque. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit toutes capables de serrer les coudes et de faire une action massive, mais la mentalité n'y est pas. C'est pas encore pour demain. Non, pour l'instant, il a été au bac crime. Les infirmières peinent à se faire entendre. Et pourtant, leurs conditions de travail s'aggravent. Le choc pétrolier de 1973 a plongé la France dans la crise économique. L'heure est à la rigueur. Il faut réduire les dépenses, rentabiliser les soins, gagner en efficacité. Ça va, monsieur? Oui. L'hôpital se gère désormais comme une entreprise et la pression sur les soignants s'accroît. Faire une dialyse à un patient, préparer la pose d'un cathéter central, préparer une intubation, préparer une machine à respirateur. On s'est aperçu que cette technique, elle nous bouffait tout notre temps. Et c'est aussi ça qui a été à l'origine de l'explosion de cette surcharge de travail. Soigner un patient, c'est prendre du temps. Je n'aimais pas l'hôpital. Effectivement, le progrès, c'est bien. Les techniques ont changé. Mais là, où est vraiment le corps à corps, hein? Voir un visage, ça change déjà. Je disais une fois à un médecin, mais l'écoute, c'est déjà la première voie vers la guérison. Mais on n'a plus le temps. Sous pression, comment garder la flamme? Comment retrouver le sens? Comment croire encore en son métier? Pour certains, il a fallu partir très loin. En 1971, quelques jeunes docteurs ont créé MSF, Médecins sans frontières. Ils redonnent un souffle à l'engagement humanitaire. Des équipes médicales qui se mettent en situation précaire pour sauver le plus de personnes possible et en s'oubliant. Claire Constance est envolée pour sa toute première mission
le jour de Noël 1980. Direction l'Afghanistan en guerre. Il n'y a pas de terrain plus dangereux. Entre l'armée soviétique qui occupe le pays et les Moudjahidines qui résistent, la guerre va durer 10 ans. Aucune région, aucun village n'est épargné. Les civils sont les premières victimes. C'est pour eux que Claire et 2 médecins s'installent dans le dispensaire d'un petit village, en pleine zone rebelle. C'est vraiment extraire de soi une capacité considérable uniquement pour sauver des vies, et la sienne, accessoirement, et c'est génial. Soignés en toutes circonstances. Et même quand un jour, un homme leur demande d'opérer son chameau blessé. Mon compagnon médecin opérait et moi, j'étais responsable d'endormir le chameau. Et là, c'est vraiment flippant. Parce qu'un chameau, c'est une valeur pour une famille. Donc, on n'a pas le droit de se tromper, hein. Il y avait tout le village. Mon compagnon cure cet abcès. Et puis après, on attend. Toujours dans un silence angoissant. La bête commence à bouger, elle se relève, puis elle regarde tout le monde, et à ce moment-là, tout le village éclate de rire. Et moi, rien que d'y penser, j'ai à nouveau la chair de poule, parce que c'est fou, quoi. Alors effectivement, ce moment fait partie des démarches qu'on a choisi de faire quand on était jeune fille, en se disant il faut faire les choses, se mettre en péril, repousser son domaine de compétences pour aller au bout de ce qu'on peut apporter aux autres. « 80% en province, 90% à Paris. La grève des infirmières a été massivement suivie aujourd'hui dans les hôpitaux. » Bon, donc nous irons demain. Il est bien évident que... Les infirmières ont trop donné sans être reconnues à leur juste valeur. Leur colère couvait depuis trop longtemps. Elle explose le 29 septembre 1988. Les infirmières prennent les rues et leurs hôpitaux. En grève générale pour la première fois de leur histoire. Mais à tour de rôle et sur leur jour de repos pour assurer les soins. C'est pas évident que les infirmières soient dans la rue. Je crois que c'est une première et on a l'intention de continuer. C'est un décret qui a mis le feu aux poudres. Pour lutter contre la pénurie d'infirmières, le gouvernement de Jacques Chirac a en effet prévu d'abaisser le niveau des études et d'ouvrir les écoles d'infirmières aux non-bacheliers. 65 ans après la reconnaissance de leur tout premier diplôme, c'est l'étincelle. C'est vrai que c'est ça qui a mis le feu aux poudres, parce qu'au moment on s'est senti totalement agressé, méprisé, pas reconnu, et c'est ça qui a entraîné le mouvement de 88. Infirmière en réanimation, Nicole Bénévise a rejoint la coordination infirmière. Une toute nouvelle formation. Alors que moins de 5% des soignants sont syndiqués, la coordination entend porter la voix de toute la profession, à travers tout le pays, toutes tendances confondues. Cette fois, la mobilisation est massive. Son slogan, « Ras la seringue ». Madame Bénévise, la condition des infirmières est bien connue dans notre pays depuis longtemps. Alors comment se fait-il que l'on vous ait, je dirais, oublié pendant tant d'années? L'infirmière s'est toujours tue, en fait. Au nom du bénévolat, au nom du dévouement, au nom de tout un tas de termes comme ça, de la charité. Nous avons été toujours mis dans les oubliettes. Bon, aujourd'hui, la coupe déborde. Nous explosons, nous sommes une véritable bombe dans la rue. Le 13 octobre 1988, elles sont plus de 100 000 qui manifestent dans les rues de Paris. Du jamais vu.
Mais moi, ce que je garde comme image, c'était cette espèce de nuée blanche, là, de blouse blanche. Le sourire sur les lèvres, les banderoles qui venaient de toute la France, les slogans. En fait, on chantait, on était heureuses, on criait notre colère, quoi, voilà, ça sortait. Et sur les bords des rues, mais les patients, ils nous applaudissaient. Je suis encore émue. Je suis encore émue de le dire aujourd'hui. C'était c'était un truc... Je suis désolée, hein. C'était un truc extra. Enfin, je me disais, si eux, ils croient en nous, bon, bah, les politiques vont suivre, quoi. Il n'y a pas de problème. Et on y croyait. On se disait, enfin, ça y est, on sort de l'ombre. On laisse derrière tout ça, on dépoussière, on va... Ouais, sauf que, quoi. On a déchanté, hein. On a déchanté. Et oui. Au bout d'un mois, la grève s'achève. Le bilan est amer. Le décret qui dévalorise leur formation est bien aboli, mais les salaires ont à peine augmenté. Et voilà. Elles demandaient une augmentation de 2000 francs, 300 € par mois. Elles en obtiennent 10 fois moins. Et surtout, rien ne change au quotidien. Les conditions de travail, les horaires à rallonge, les effectifs en berne. De réformes aux conflits sociaux, le malaise infirmier ne s'est jamais apaisé. Au contraire. En 1991, leur colère explose à nouveau. On a un peu l'esprit toujours, l'infirmière, la bonne sœur, le bénévolat, c'est un métier de vocation. Bon, mais c'est un peu fini tout ça, parce qu'on n'est pas des cons non plus, et puis il faut quand même qu'on mange et qu'on vive normalement. Mais cette fois, les canons à eau remplacent les applaudissements. L'opinion est indignée, mais leurs revendications restent ignorées. Et pourtant, quand le Covid-19 s'est abattu sur le monde au printemps 2020, tous les soignants ont été de nouveau en première ligne. On va vous soigner, vous allez vous réveiller et vous serez guéris. On est là pour vous. On les a célébrés comme des héros. Mais une fois encore, on ne les a pas entendus. Je savais qu'on ne serait pas célébrés toute notre vie. Les gens sont plutôt très sympathiques avec le métier d'infirmière. Tout le monde connaît, tout le monde en a dans son entourage. Mais je savais que ça ne durerait pas. Et puis je me dis au final, comme pour beaucoup de choses, hein, ça fait flop très vite. Hein. Je m'y attendais, hein, je me doutais bien. La crise de l'hôpital était déjà là avant le Covid. Hein. On a eu espoir que peut-être pour le Covid ça allait changer. Et puis en fait non, rien ne change. Le système fonctionne, ça a marché, hein, ça a tenu. Hein. Donc pourquoi changer quoi que ce soit? L'histoire bégaie, et elle fait mal. De la Grande Guerre au Covid, les infirmières n'ont jamais failli à leur engagement. Prendre soin des autres, en toutes circonstances. Je vous dis à ce soir. Bonne journée. Mais leur combat pour être considérés à leur juste valeur n'est jamais gagné. Formation, conditions de travail, salaire, effectifs. Cela fait trop longtemps qu'elles nous alertent, avec les mêmes mots. Aujourd'hui, près d'une infirmière sur deux envisage de changer de travail. Pour avoir travaillé dans certaines conditions parfois très compliquées, on n'a qu'une envie, en fait, c'est d'arrêter de travailler et de faire autre chose. Après, on a toujours notre conscience professionnelle qui nous rappelle à l'ordre et qui nous dit on ne peut pas laisser nos patients dans ces conditions. Mais honnêtement, non, c'est pas facile du tout. Sans elles, sans eux, notre système de santé s'effondre. Quand allons-nous enfin les entendre ? Je suis prête à me battre et à continuer à me battre pour pouvoir exercer et réaliser ce métier dans les conditions qui sont peut-être des fois précaires, mais qui peuvent s'améliorer et qui s'amélioreront, je l'espère.
qu'on prenne soin de nous qui prenons soin des autres. Qu'on prenne soin de nous aussi.